Une discussion sur l'estime de soi, l'image du corps, l'image de soi. Du miroir brisé à l'amour de soi, se restaurer grâce à l'approche corporelle et énergétique. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne. Je travaille donc avec la conscience du corps, à retricoter le lien entre le corps et l'esprit. De manière psychocorporelle, mais j'amène aussi de l'énergétique pour une conscience globale et multidimensionnelle, car nous ne sommes pas juste un corps. Mais nous avons aussi tout un rayonnement autour. Et tout un champ énergétique qui contient nos expériences émotionnelles, mentales, et puis aussi les mémoires de nos lignées et les mémoires de notre âme. Et ça fait beaucoup. Et à tout ça se rajoute la dimension matérielle, qui est le corps, qui engramme lui aussi des mémoires, en résonance avec celle du champ énergétique. Donc dans cette conférence, je vais axer mon propos sur l'image du corps et l'amour de soi, parce que le sujet est très vaste. Je vais reprendre brièvement des éléments du développement psycho-affectif de l'enfant, afin de mieux comprendre mon propos. Et puis, j'amènerai aussi le propos de la dysmorphophobie. Donc la dysmorphophobie qui est une expression, un symptôme des troubles de l'image du corps, qu'on peut retrouver notamment dans les troubles de type anorexique, mais pas seulement. Donc ça va aussi avec la difficulté d'incarnation et la désunion corps-esprit. Et j'évoquerai enfin ce que l'approche psychocorporelle et énergétique peut amener comme clé de réparation, de guérison. En fait, qu'elle voit, plus que quels outils, même s'il y a des outils, mais quel chemin on peut proposer dans la restauration de soi. Donc j'ai envie de commencer par la thématique du miroir et de l'image. Donc on est dans une société d'images, on le sait, avec beaucoup de miroirs, de possibilités de représentation, de travestissement de son image, avec plus ou moins de filtres ou d'intelligence artificielle. Et souvent, cette exposition de l'image du corps, finalement, est mélangée et confondue avec notre identité profonde et notre essence. C'est pas le propos ici, mais je trouve que c'est important de le rappeler et d'en avoir conscience. Et je rajouterais aussi qu'une image toute seule ne veut rien dire. Elle existe parce qu'on la regarde. Ainsi, la conscience de notre existence se façonne dans nos premiers temps de vie parce qu'un autre me regarde, valide mon existence, interagit avec moi. Et c'est cette altérité qui me permet de naître à moi-même. On en reparlera par la suite. Alors vous savez, cet été, je suis allée à Malte, dans la capitale de Malte qui s'appelle La Valette. Et c'est un lieu très étonnant, avec une architecture très particulière, qui est entre terre et mer, avec des sortes de gros vaisseaux de pierre. C'est magnifique, c'est très impressionnant. Et puis, en regardant autour de moi, parce que je prenais des photos, parce que c'était beau, c'était inspirant, je me suis retrouvée entourée de couples Instagram. Je les appelle comme ça. Et alors, ça m'a vraiment frappée. Je ne me souvenais pas d'avoir vu autant de manifestations euh, de, voilà, de cette prise d'image, en fait, cette dictature de l'image. Donc, je vous explique, en fait, j'étais dans un espace, une esplanade magnifique. Il y avait une super vue. Et là, c'est là où j'en ai vu le plus. Dans ce très bel endroit, il y avait pas mal de jeunes filles, mais aussi des femmes. Alors, il y avait aussi des hommes, mais plus de féminins quand même représentés, qui étaient sur leur 31, enfin des fois même avec des sortes de tenues de soirée.
beaucoup de maquillage, alors qu'il faisait extrêmement chaud, mais donc je saluais l'effort quand même, et qui prenaient des poses de modèles hein, pendant que leurs conjoints les photographiaient docilement en essayant de prendre en compte toutes leurs recommandations. Et, euh, et on pourrait se dire, bah oui, mais c'est parce que c'est des créatrices de contenu, c'est je sais pas, c'est des personnes qui sont connues sur certains réseaux. Non, il y en a pas autant, c'est pas possible. Et puis, en fait, c'était des gens qui étaient en vacances, mais qui profitaient de l'endroit parce que c'était un endroit très photographié, un endroit où il y a eu beaucoup de séries comme Game of Thrones qui se sont tournées. Donc, voilà, il fallait prendre la pause, mais c'est cette dictature en fait qui était vraiment très impressionnante où après chaque session de shooting, elle vérifiait les photos, des fois elles n'étaient pas contentes, alors elle ou il d'ailleurs hein, disait à l'autre, au compagnon, non, non, il faut que tu refasses comme ça, il faut que tu refasses comme ça, donc il y avait toutes les nationalités, hein, et on sentait que vraiment, c'était pas très détendant, quoi. Sur les photos, ça avait l'air, mais dans la réalité, c'était presque stressant, voilà, d'avoir la bonne image. Et puis, bah, le compagnon qui suivait derrière comme ça, c'était un peu étonnant, en fait. Voilà, donc c'était intéressant cette mise en scène, ce pouvoir de l'image, bah, pour s'inventer un peu une vie. Pour se réinventer, pour être vu, peut-être pour être aimé, reconnu, pour avoir une existence quelque part aux yeux du monde. Ça montre aussi comment il peut y avoir des failles dans cette estime de soi, comment elle peut être attaquée, bréchée, dispersée. Et tout cela est en lien avec notre identité, avec notre sentiment de sécurité interne, la manière dont on prend corps aussi. Voilà, c'était intéressant de ramener cette petite anecdote qui tombe à point nommé, je trouve, dans une société où il y a de plus en plus de troubles de l'image, justement, de troubles narcissiques et de troubles de l'image du corps. Alors, dans tout ce que je vais vous raconter, là, cherchez pas à tout comprendre. Faute mentale, il va prendre ce qu'il peut. Mais s'il comprend pas tout, c'est pas grave. Hein, cette conférence, elle est un petit peu là aussi pour parler à d'autres parties de vous, à des parties peut-être moins conscientes, à votre âme, si on peut le concevoir ainsi. Parce que vous savez, les mots, avec leur mélodie, avec leur pouvoir d'évocation, vont venir de toute manière entrer en résonance avec des parts de vous et peut-être même des parts très émotionnelles, très sensibles, très corporelles. Et c'est ça, moi, que je vous propose comme expérience. Je vous propose de vous laisser porter par ce bain sonore, par euh, les émotions, les images qui sont suscitées ou non par ce que je vous raconte. Je vous propose d'être en résonance. Et c'est déjà une approche corporelle, énergétique, presque thérapeutique. Un peu comme une méditation. Un peu comme une méditation. Alors peut-être pouvez-vous prendre conscience là maintenant de votre corps. Comment il est posé sur la chaise. Est-ce qu'il est relâché? Est-ce qu'il épouse le contour de la chaise? Ou est-ce qu'il est un petit peu en retenue, un peu en contraction? Est-ce que vous y êtes dans votre corps? Ou est-ce que vous aviez oublié que vous aviez un corps? Ou est-ce qu'au contraire, il se rappelle très douloureusement à vous et que vous cherchez à plus y être? Observez juste comment vous respirez. Est-ce que c'est facile d'observer ça? Des fois, c'est la voie d'entrée la plus simple. Et observez comment le tout est confortable ou non. Parce que je vous propose d'écouter et de recevoir ce savoir avec tout votre être, donc aussi avec votre corps.
je vous propose cette belle citation de Clarissa Pinkola Estés. Alors, Clarissa Pinkola Estés, c'est une thérapeute mexicaine qui travaille avec les contes traditionnels en tant que conte thérapeutique. Elle travaille beaucoup avec le féminin sacré aussi. Et ce qu'elle amène est très intéressant. Elle a écrit un best-seller qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups, que je vous conseille, qui parle beaucoup du corps aussi, et du corps féminin et de comment c'est d'être un corps et d'être une femme. Cette citation est tirée de ce livre. Le corps est la fusée de lancement, et dans le nez de cette fusée, l'âme éblouie contemple par le hublot la nuit étoilée. C'est très joli. Ça parle de est-ce que j'ai un corps ou est-ce que je suis un corps? Où est-ce que je suis? Comment ce vaisseau d'interface terrestre, cette empreinte biologique, cette matière, ne nous définit pas totalement, mais nous sert de véhicule et de contenant de ce que nous sommes. Comment notre rayonnement, quand on prend pleinement possession de son corps, quand on l'accueille, qu'on l'aime, qu'on œuvre avec et non contre, comment cela change notre corporéité, c'est-à-dire la manière dont on est au monde, dont on prend corps, dont on se présente. Et ça change quelque chose. Ça change même jusqu'à notre apparence, jusqu'à notre image, notre tonicité, notre posture, notre champ énergétique. Alors le retour au corps et au premier temps de vie, et même à ce passage, à cette arrivée sur cette terre, à cette prise de corps, cette incarnation, ça me paraît fondamental, comme je vous disais, pour parler de l'amour de soi et de l'estime de soi. C'est un peu comme une enquête. Alors moi, je souhaite vous rappeler un peu les fondamentaux, comme je vous disais, du développement psycho-affectif, de manière très simple, très concrète. C'est pas un cours de psycho, mais c'est mes fondements, mes bases théorico-cliniques aussi de psychomotricienne. Donc au tout début, le bébé, il n'a pas conscience d'être. Il est le monde. Il est dans un continuum non différencié, il n'a pas conscience d'avoir vraiment un corps. En tout cas, un corps qui est séparé du corps de sa mère, même si d'un point de vue énergétique, les champs sont toujours en reliance. Et puis sans rentrer plus que ça dans les détails, c'est grâce à la rythmicité des soins, des attentions, du dormir éveillé, manger, digérer, nuit, jour, etc. Et puis à la réponse aux besoins, aux manifestations de pleurs, de cris, parce que ce que ressent le bébé, c'est désorganisant parce que ça n'a pas de mots. Donc c'est comme si il se délitait à chaque fois qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a sommeil. C'est cette entourance, ces premiers soins physiques, mais aussi affectifs, la manière dont le bébé est regardé, porté, touché, et avec quelle intention, quel affect, quel mot, bain sonore, tout le bain sensoriel. C'est ça qui crée une première enveloppe. Et dans cette première enveloppe, s'engramment, s'intègrent ces premières expériences d'être. Au début, ça s'intègre dans le corps. C'est le substrat, on va dire, c'est le début de la proto-identité, de la proto-pensée. Après, il va y avoir une psyché qui se développe en miroir du contenant du corps, du contenant peau et de la conscience, de ses limites corporelles.
Alors ça, c'est important de comprendre en fait comment se développent ces limites. Et puis quand tout se passe bien, ben, ça permet au bébé après de survivre au fait que des fois ça répond pas tout de suite l'entourage. Parce qu'au bout d'un moment, l'entourage il a aussi d'autres choses à faire et puis que le bébé il commence à devenir un peu plus autonome, donc il peut attendre un petit peu, il peut pleurer un peu, c'est pas très grave. Et puis du coup, il peut survivre à ça. Et puis petit à petit, bah, il se rend compte que dis donc, bah, ça tient quand même. Donc il développe ce qu'on appelle le premier sentiment d'être, de sécurité intérieure. Et ça s'inscrit dans le corps aussi, dans la tonicité, dans l'émotion. Et si on n'a pas déjà ce premier sentiment d'être et ce sentiment de sécurité, ou qu'il est pas tout à fait bien installé pour tout un tas de raisons, c'est un peu compliqué après de développer de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la tranquillité. Parce qu'on est toujours en train d'essayer de boucher les trous, de survivre, de se maintenir. Ça prend de l'énergie. Voilà, alors tout ça, c'est des références aussi à Winnicott, un pédiatre anglais, à Didier Anzieux, un psychanalyste français qui a parlé du moi peau. Les références, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais c'est pas le plus important. Donc quand tout cela est en place, bah, il y a un sentiment d'être et de continuité et d'être en sécurité. Puis quand tout cela n'est pas en place pour tout un tas de raisons, eh bien, il y a des trous. Il y a un cocon qui est moins solide, moins chaleureux. Et puis quand il y a des aléas de la vie, des difficultés, des imprévus, des chocs, plus tard, bah, ça tient moins bien. Ça s'effracte plus. On est plus sensible. On est plus affecté. L'identité vacille plus facilement. Et l'estime de soi aussi. Quand ce cocon, cette unité corps-esprit n'est pas suffisamment solide, il y a du morcellement. Donc la personne, elle volette plus facilement avec les aléas émotionnels, elle peine à regagner un centre, une unité. C'est énergivore, c'est parfois très difficile. C'est comme si notre miroir interne, il était un peu brisé, éparpillé. Il y a des morceaux qui manquent. Donc le miroir de l'autre devient vérité. On s'y accroche à cet extérieur. Ça permet de manière illusoire de réparer les failles, de restaurer le sentiment d'être en allant chercher à l'extérieur ce miroir qui manque. Bon, c'est illusoire hein, parce que bon, on ne tombe pas déjà sur des gens souvent qui sont très, très sympathiques. Hein, et puis, c'est une béquille. Si on a une jambe cassée, c'est bien de mettre un plâtre quand même, pas seulement une béquille. Et puis de faire la rééducation qui va avec, voilà, c'est un petit peu pareil. Hein, donc on peut avoir besoin de chercher beaucoup le regard de l'autre et la validation extérieure. Et quand elle n'est pas là, oh, tout s'écroule. Ça ne tient pas assez bien dans cette base, dans cette solidité. Vous voyez comment ça participe, comment ce sentiment d'être et d'identité, il est relié à l'estime de soi, à l'amour de soi. Il y a cette phrase « miroir, mon beau miroir », dis-moi qui est la plus belle, mais là c'est « dis-moi qui je suis » quelque part. Dis-moi ce que je vaux, parce que moi je ne le sais pas. Bon, il manque des trous, il manque des éléments pour me percevoir en entier. Donc j'ai besoin de l'extérieur comme le bébé a besoin du regard de l'autre pour exister. Donc vous voyez comment cette stabilité de l'identité participe de l'estime de soi, comme je disais, mais donc je peux m'aimer, je peux m'estimer aussi si je me sens suffisamment unie, si je me sens suffisant dans ce que je suis.
dans ce que je manifeste, dans ce que je rayonne. Et quand il y a trop de failles, quand il y a trop de blessures, quand cet ego est fragilisé, souvent, il bourgeonne de manière surdimensionnée des fois aussi, hein. Voilà. On va dire: «Oh là là, il a beaucoup d'ego lui, elle». C'est souvent qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de failles narcissiques, c'est une identité qui est fissurée. Donc on colmate avec des grosses couches d'ego, comme ça, plus c'est gros, plus ça passe. Ou alors c'est l'inverse. On s'efface et on devient caméléon. Je ne sais pas vraiment qui je suis, donc je deviens quelqu'un d'autre. Et puis ça peut changer. C'est fatigant. C'est fatigant. Alors si on revient à notre bébé, là, qui prend conscience de l'altérité car les réponses maternantes se font moins ajustées, peut survivre à ces petites absences. Moi, je voulais vous parler, ah oui, c'est ça, le stade du miroir. Parce qu'on parle du miroir, il y a le stade du miroir. En fait, c'est le moment où l'enfant prend conscience que l'autre qui voit en face de lui dans le miroir, c'est lui. C'est pas un autre à qui il peut faire des offrandes, mais au bout d'un moment, il voit que c'est réprobé, il voit que c'est lui. Entre 18 et 24 mois, en gros. Et cette étape, elle est progressive. Des fois, il va voir que c'est lui, puis des fois, non. Et surtout, elle est possible parce que l'expérience du miroir, elle est accompagnée d'un adulte qui soutient, qui valide l'expérience en disant: «Ah bah oui, c'est toi que tu vois. Ah bah oui, regarde. Bah oui, c'est toi qui agite le jouet, là». Et ça, c'est important. C'est donc sous le regard bienveillant de l'autre que le petit se développe, qu'il apprend, qu'il intègre, qu'il s'unifie. On existe d'abord dans le regard de l'autre, en fait. L'estime de soi, la manière dont on s'aime, dont on se sent suffisant et suffisamment bien, suffisamment bon, suffisamment aimable. C'est possible quand nos besoins affectifs ont pu être honorés et remplis. Bon, personne n'a une enfance parfaite, hein. Mais même en tant qu'adulte, on peut venir réparer, nourrir ces besoins affectifs, les reconnaître, devenir notre bon parent quelque part. Parce que quand la mayonnaise prend pas, et ben, quand les liens ne se tissent pas, ou pas assez, ou pas bien, ou de manière un peu tordue, et ben on va chercher à l'extérieur cette estime de soi, cet amour de soi, on va le chercher dans le regard de l'autre. Et on va devenir dépendant du regard de l'autre. Donc on va être un peu hors de soi finalement. Comme si on ne pouvait pas exister suffisamment pour soi et qu'on devait se brancher un peu comme un parasite. Pour l'estime de soi, c'est pas top ça. Donc sur le plan énergétique, on parle du processus d'incarnation, de la prise de terre, de l'ancrage. Et ces troubles de l'incarnation, quand énergétiquement ça prend pas, que les chakras inférieurs, ceux qui permettent justement de prendre vraiment corps, d'irriguer énergétiquement la matière, de se connecter à la terre, d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir être dans le concret. Quand ça prend pas, souvent on dit les gens ils sont dans la lune, ils sont pas vraiment là. Ils ont une grande imagination. Ils supportent pas la frustration.
Voilà, bah, ces troubles de l'incarnation, c'est une représentation, c'est une manifestation aussi de cette difficulté à se sentir en sécurité, à ce manque de sécurité interne, à ce manque de base. En psychomotricité, donc sur un plan psychocorporel, on peut aussi retrouver ça dans l'état de tonicité, de régulation tonico-émotionnelle, avec une hypervigilance, c'est-à-dire une organisation du corps qui est en haut tonus, même dans la détente, à l'intérieur, surtout au niveau de l'axe, au niveau proximal, c'est-à-dire au niveau des hanches, des épaules, des attaches proches du centre, ça reste toujours en tonicité. Ça relâche jamais vraiment. On dort que d'un œil, ou alors on dort, mais très très lourdement. On peine à s'endormir, mais on dort très lourdement. Il y a une hyper-réactivité émotionnelle, des fois sensorielle. Pas une grande flexibilité mentale. L'adaptation au changement est difficile, forcément, quand on a une base qui est peu solide. Une anxiété. Donc voilà, ça vous permet de comprendre comment sur le plan corporel, psychocorporel, énergétique, comment tout ça est relié, comment tout ça est tricoté et comment ça va être intéressant de travailler sur ces différents plans, dans un continuum. Hein, parce que on peut travailler en énergétique, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne, pendant le soin en énergétique, elle reste dans son corps et qu'elle ait conscience de ce qui se passe. Ça travaille en parallèle comme ça. Et qu'elle fasse cet effort de sentir ou d'essayer, parce que des fois, c'est pas encore câblé, donc on peut pas tout de suite ressentir. Donc il faut passer par des exercices très concrets. Et ce retour au corps, il me paraît primordial parce que c'est le substrat des émotions. C'est d'abord on ressent, après on nomme, ça devient une émotion. C'est aussi là où s'intègrent des vécus, des expériences relationnelles, émotionnelles, sensorielles. C'est la toile qui imprime et qui exprime ce qu'on est, ce qu'on vit. C'est pas pour rien qu'on parle des troubles psychosomatiques et quelque part on pourrait dire que tout est psychosomatique. Parce que si tout va bien, il n'y a pas de défaillance système. Donc on ne tombe pas malade. On s'use, mais on ne tombe pas malade. Bon, c'est un peu illusoire, mais quoique. Et alors, dans cette continuité, nous arrivons à l'image du corps. C'est quoi l'image du corps? Françoise Dolto, elle dit l'image du corps, c'est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles, et on pourrait rajouter sensorielles. Et ça s'appuie sur l'intégration de notre schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la conscience qu'on a que d'abord, en dessous de la tête, il y a un cou, et puis après, ça s'attache sur un tronc, et puis après, il y a des bras, que mes mains, elles sont au bout des bras et pas au bout des jambes. Voilà, c'est la construction, c'est comment un corps humain. Et puis, c'est aussi comment je peux prendre conscience de mon corps quand il est en mouvement. Est-ce que je sens que j'ai les bras qui sont en l'air ou pas? C'est la proprioception. Et, toute le sens vestibulaire aussi, de la vitesse, du haut, du bas. Donc l'image du corps, c'est j'ai conscience d'avoir un corps avec des propriétés sensorielles et mécaniques, puis je me ressens être un corps. L'image du corps, elle est propre à chacun et elle peut varier au cours de notre vie selon nos vécus, nos expériences. Et elle est intimement reliée à notre identité et notre estime de nous. C'est la perception affective et émotionnelle, on va dire, de notre corps. Alors, on peut faire un petit arrêt sur image. Remettez-vous bien à l'intérieur de vous. Et je vous propose une petite expérience sensorielle avant que l'on parle des troubles de l'image du corps, justement. Et puis enfin, de la manière dont on travaille avec les approches corporelles et énergétiques pour restaurer cette image
et notre sentiment d'unité. Alors, revenez dans votre corps, observez votre respiration, votre positionnement sur la chaise, peut-être vos vêtements, vos chaussures autour de vos pieds, la température de la pièce, sa luminosité, les odeurs. Et puis laissez dérouler ce petit message, cette petite proposition. Vous aimez-vous? Vaste question. Avez-vous conscience de votre valeur, de vos capacités, de vos forces, de vos limitations? Pouvez-vous les accepter? Pouvez-vous exposer vos valeurs, qui vous êtes, les manifester dans un ego ajusté, sans en faire des tonnes, mais en prenant quand même la place qui est la vôtre? Dans votre corps, ressentez comment est votre axe, votre colonne vertébrale, votre posture dans sa verticalité, même si vous êtes assis. Quand vous bougez, est-ce que vous vous déployez avec force, mais aussi avec souplesse? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est par à-coups? Est-ce que c'est figé? Est-ce qu'il y a de la retenue à l'intérieur qui empêche le déploiement total de votre corps? Commencez au niveau du cœur, de la cage thoracique. Est-ce que ça respire? Est-ce que ça prend son amplitude? Est-ce que vos mains sont posées tranquillement? Est-ce que vous avez tendance à vous agripper à vous-même, tenir des objets? Agripper vos vêtements? Ou est-ce que ça peut juste être en relâché? Observez tout ça, tout votre fonctionnement d'être, sans jugement. Accueillez, c'est qui vous êtes. Donc c'est forcément juste. Voilà. Un petit exercice d'introspection déjà, parce que la prise de conscience, elle est essentielle pour commencer tout travail thérapeutique. Enfin, pour commencer, pour continuer aussi, tout travail thérapeutique. Alors, la dysmorphophobie, c'est le miroir déformant, le miroir inquiétant. Ce que je vois de moi, ça n'est pas ce que les autres voient. Et en plus, ce que je vois, c'est monstrueux. On est dans quelque chose de psychotique quand même, parce qu'il y a un clivage avec la réalité. Mais on a tous, plus ou moins, pu vivre ces expériences temporaires. Hein. C'est, par exemple, on se voit sur des photos, on se voit dans un miroir et aujourd'hui on se trouve moche. Alors que fondamentalement, notre corps, il n'a pas changé
depuis hier, en fait. Enfin, sauf si je sais pas, vous arrivez des trucs, mais et puis même des fois, ça peut arriver au cours de la journée que bah, on se sente peut-être moins bien, un petit coup de mou. On a plus de mal à recruter l'amour de soi. L'amour inconditionnel pour soi, c'est un vrai chemin, hein. Et puis bah du coup, le miroir, il nous renvoie une image qu'on trouve ridicule, ça nous va pas. On a des affects pas très sympas envers nous. Et puis, on vit une expérience très belle, très émotionnante où on est nourri, en fait, affectivement. Ça nous restaure, ça relance notre rayonnement de cœur. Et puis bah là, notre apparence nous paraît changer. Quelque part, elle l'est. Énergétiquement, elle l'est. Le rayonnement a complètement changé. Et moi, c'est ce que je vois d'ailleurs euh, dans mes, euh, dans mes soins à la fin du processus de soins avec les personnes. Ils n'ont pas les mêmes couleurs. C'est comme si leur peau était défroissée, qu'elle avait une couleur des fois moins jaunâtre, plus lumineuse. Des fois, ils sont plus grands aussi. Ils sont plus déployés. Il y a vraiment quelque chose qui change. Alors, sur le plan physique vraiment de la matière, évidemment que ça change, mais peut-être beaucoup plus subtilement. Hein, parce que juste ça circule mieux, que le sang circule mieux, qu'il y a une meilleure oxygénation des tissus, qu'il y a une détente musculaire qui s'est opérée. Mais sur le plan énergétique, le champ n'est plus du tout le même. Et ça change quelque chose. Euh, Dans la dysmorphophobie, alors moi j'accompagne des troubles de l'anorexie, mais la dysmorphophobie peut être partielle des fois ou peut concerner une partie du corps en particulier sur lequel se fixe ce désamour, ce symptôme, cette, ces affects hein, qui ne peuvent pas se vivre, qui ne peuvent pas se dire, et du coup qui se focalisent sur quelque chose. Hein. Donc on est dans des pathologies, des limites, des contrôles. Il y a une séparation en fait du corps mécanique et du corps affectif, et souvent il y a une difficulté à avoir accès aux émotions. Il y a un gel émotionnel. Le corps émotionnel est figé, gelé, et souvent l'incarnation est incomplète. Il y a un blocage dans les fonctions de nourrissage énergétique, mais aussi dans les fonctions de prise de corps énergétique. Ça ne circule pas. Et l'âme, il ne prend pas vraiment corps. Elle flotte à côté. Et souvent, il y a aussi des fantasmes de représentation corporelle d'être juste un pur esprit. Que ce corps est dérangeant, qu'il embête, qu'il intruse, qu'il dérange, qu'il ne fait pas ce qu'on veut, qu'il prend trop de place. Hein. Parce qu'en fait, il représente aussi la masse visible d'affects qui ne peuvent pas être dits parce que des fois, ils sont trop archaïques. Ou alors, par lien de loyauté, parce que l'identité est trop fragilisée, ils ne peuvent pas être vécus. Comme de la colère, de la haine, des choses très fortes, qui n'appartiennent pas forcément à la personne d'ailleurs, mais qui peuvent venir des lignées. Et c'est souvent le cas. Ça ne vient pas brusquement comme ça, hein, un trouble de l'image du corps. Et puis l'enveloppe, elle est poreuse, elle est mal définie, elle est peu unifiée. Hein, donc c'est pour ça il y a cette notion de contrôle, de peur de perdre pied et de plus se reconnaître et de ne plus être et de se dissoudre, de se diluer. Il peut y avoir des angoisses très archaïques, hein, des angoisses de tout petit, de nourrisson. Donc le travail en thérapie psychocorporelle, en psychomote et en énergétique, c'est de refaire l'enveloppe soma-psyché. Déjà avec des expériences corporelles, d'enveloppement, de bercement, de massage, de toucher pression, de toucher thérapeutique.
et de redoubler ça avec un travail sur l'enveloppe énergétique et sur le tricotage énergétique. On fait un cocon, en fait, hein. Ça réfère vraiment au premier temps de vie. On repasse par ce processus dans les expériences corporelles qui sont proposées. Et puis, il y a aussi une libération des bulles émotionnelles, des parts de soi infantiles, des fois qui sont très, très archaïques, qui sont dans le corps et puis aussi dans le champ énergétique. Et puis, on va amener petit à petit de la conscientisation et refaire des liens. La conscientisation, des fois, c'est des ressentis très basiques, agréables, désagréables, chaud, froid, mou, dur, des choses vraiment très simples, très basiques, mais on reprend encore là le développement sensorimoteur, sensorio-affectif du tout petit. Et on le repasse dans le corps, on le refait vivre, en fait. On refait ce développement en retricotant, en libérant. Et puis énergétiquement, il faut tricoter aussi les canaux énergétiques inférieurs pour favoriser l'incarnation. Travailler sur les boucles énergétiques d'incarnation. Permettre justement cette prise de terre, cette prise de corps. Et il y a à travailler aussi, bien évidemment, la place, mais aussi la place dans la lignée, la systémie familiale aussi, hein, donc il y a aussi des entretiens. Il peut y avoir aussi des soins mère-enfant, des entretiens parce que la parole canalisée me libère aussi. Et il y a besoin de mettre des mots parce qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui crée aussi de l'angoisse sans nom. Et il y a un travail aussi sur les représentations du corps, en partant des expériences corporelles, sensorimotrices, des fois énergétiques même, et en travaillant sur des représentations artistiques distanciées du corps pour se l'apprivoiser, se l'approprier, restaurer son image. Donc ça, c'est pas que pour la dysmorphophobie. On peut aussi travailler comme ça pour, à chaque fois qu'il y a une incarnation qui a été difficile ou une arrivée difficile, un sentiment de désunion, de ne pas être à sa place, l'impression d'être un extraterrestre. Donc on travaille aussi beaucoup avec les personnes qui sont dites neuroatypiques, à restaurer leur manière d'être, leur structure, leur géométrie sacrée. C'est tout un échafaudage. Et ce travail, il permet de travailler en multidimensionnalité, tant sur le plan de la structure énergétique des mémoires que les mémoires dans cette vie, de la naissance, in utero, mais aussi les mémoires de la lignée et de l'âme. Mais pour que le travail prenne corps, il faut également le lien final du travail corporel. Amener de la conscience du ressenti pour fournir un terreau d'expression émotionnelle. Et puis, quand il y a une psychothérapie complémentaire à côté, ça permet vraiment un travail avec une grande expansion pour le patient. Donc, c'est aller chercher à aller réparer ce miroir brisé ou qui n'a jamais pu être réunifié, qui a été brisé peut-être avant même. Voilà. Alors après, je vous parle de l'image de soi, de l'image du corps, et puis de l'unité incomplète, hein. Alors là, il est peut-être déjà le temps de s'arrêter, pas tout à fait. Donc dans cette unité incomplète, effractée, poreuse, des fois dans le corps c'est compliqué parce qu'il y a des affects attaquants, que ça devient difficile de prendre corps, d'être dans son corps, de le ressentir. Et puis il peut y avoir des zones mortes, des zones qui ne sont pas investies en conscience, comme des gouttes d'huile à la surface de l'eau. Moi par exemple, c'était mes pieds. Mes pieds, je les sentais pas, j'en avais pas conscience. Et en fait, ils étaient tout atrophiés. Enfin, mes orteils, je ne pouvais pas les bouger. Mais je savais pas qu'on pouvait les bouger, en fait. C'en était là, je m'étais jamais posé la question. Ils étaient tout recroquevillés comme ça. C'était un travail de réinvestissement corporel pendant ma formation de psychomote de reprendre conscience de mes pieds. Bon, ça vous laisse une idée de comment était mon ancrage à l'époque. C'est des parts infantiles blessées, parfois très anciennes, archaïques, c'est-à-dire avant le langage, qui se retrouvent ainsi. Puis d'un point de vue énergétique, quand il y a ça, on observe des distorsions du champ, de la géométrie sacrée de l'individu. Il y a des zones moins bien nourries, figées, opacifiées. Il y a des zones aussi qui portent des mémoires de la lignée ou des mémoires de l'âme karmique
ou qui sont reliés à des égrégores, à des choses qui ont rien à voir avec l'individu. Enfin, c'est un petit peu un pulse, quoi. Hein, donc tout ça, ça bloque parfois les centres énergétiques, hein, qu'on appelle les chakras. Ça bloque aussi au niveau des paliers d'incarnation. Ça empêche la personne d'être et d'agir avec toute son essence, avec toutes ses capacités. Donc on peut prendre la métaphore d'une maison, avec des pièces plus ou moins secrètes, fermées, occultées, parfois oubliées, mais qui se chargent de poussière, d'humidité. Et du coup, ça perturbe l'harmonie du lieu. Puis la maison, elle paraît petite, biscornue, pas accueillante, alors qu'en fait, quand on restaure toutes les pièces, elle devient grande et lumineuse. Voilà. Et puis, bah, ça entraîne forcément. Comment on peut s'aimer si on ne se connaît pas? Si on ne peut pas se voir, en fait? Je peux pas me sentir. Il y a ça qui me vient. Euh, donc, c'est pour ça que ce travail de tricotage, il est hyper important parce que ça permet de reprendre conscience aussi, de reprendre possession de soi pleinement, d'avoir conscience de ses capacités réelles, de récupérer de l'énergie aussi, parce que si toute son énergie, elle est tendue à maintenir une cohésion d'être, ben voilà, on fait facilement des craquages, des burn-out. Ça permet d'avoir confiance, de restaurer la confiance en soi. Hein, parce que quand on ne sait pas trop comment on agit, que c'est un peu la loterie, qu'on contrôle rien, et puis surtout qu'on comprend rien, que c'est pas bien relié, qu'on n'est pas vraiment là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas ce dont je suis capable, je reconnais peu mes limites, donc je suis toujours sur le fil et je construis difficilement quelque chose dans la matière. Je me sens incapable, empêchée, moins bien que les autres, donc vous voyez comment tout ça est attaquant. Euh, voilà, bon, bah, ça fait déjà beaucoup, donc on va s'arrêter là. Et ce sera déjà pas mal.